Imaginez la scène. 10 juin 1940. Rome. Une foule immense est suspendue aux lèvres d'un homme sur un balcon. Cet homme, c'est Benito Mussolini. Sa voix tonne. Il déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. La foule exulte. Le Duce leur promet la gloire, un nouvel empire romain. Il parle de guerre parallèle, d'une victoire rapide aux côtés de l'Allemagne nazie. L'enthousiasme est palpable, mais c'est un enthousiasme construit sur des illusions. Derrière cette façade de puissance, la réalité de l'Italie est bien différente. C'est un pays qui sort à peine d'une crise économique, une nation encore largement agricole et à l'industrie balbutiante. L'armée, glorifiée par la propagande, est en fait tragiquement sous-équipée. Les soldats qui partent au combat, convaincus de se battre pour la grandeur de la patrie, vont vite déchanter. Le premier réveil brutal a lieu dans les Alpes, face à une France déjà vaincue par l'Allemagne. L'offensive italienne est un échec cuisant. Les troupes sont mal équipées pour la montagne, les généraux commettent des erreurs stratégiques, et le moral en prend un coup. Ce n'est que le début d'une longue série de désastres. En Grèce, ce qui devait être une promenade militaire se transforme en bourbier. L'armée grecque, farouchement déterminée, repousse les Italiens et les humilie. C'est Hitler qui doit intervenir pour sauver son allié. En Afrique du Nord, le scénario se répète. Face aux Britanniques, les forces italiennes sont balayées, perdant des centaines de milliers d'hommes et des territoires immenses comme la Libye. L'Italie, qui se rêvait en partenaire égal de l'Axe, devient ce que les Allemands appellent avec mépris le ventre mou de l'Europe. Mussolini, aveuglé par son orgueil, refuse de voir la réalité. Il s'enferme dans son palais, loin du front, loin de la souffrance de son peuple. Il accuse ses généraux, ses soldats, le destin, mais jamais sa propre folie des grandeurs. Pour lui, l'honneur de l'Italie fasciste est en jeu et il est prêt à tout sacrifier pour le sauver, même si cela signifie envoyer des milliers de jeunes hommes à la mort avec des fusils datant de la Première Guerre mondiale. Pendant ce temps, en Italie, la guerre que Mussolini a voulue se retourne contre son propre peuple. Les villes industrielles du Nord, puis les ports du Sud, subissent des bombardements alliés de plus en plus intenses. Naples, Palerme, Turin. Les bombes ne font pas la différence entre les objectifs militaires et les quartiers d'habitation. Les sirènes déchirent la nuit, les gens se terrent dans des abris précaires. La peur devient le quotidien, la nourriture se fait rare, le rationnement est de plus en plus sévère. On fait la queue des heures pour un peu de pain, un peu d'huile. Le marché noir explose, créant des inégalités criantes entre ceux qui ont les moyens de survivre et les autres. Les mères de famille, le visage marqué par l'angoisse, se demandent comment elles vont nourrir leurs enfants. Elles reçoivent des lettres du front, parfois la dernière, annonçant la perte d'un fils en Grèce, en Afrique, ou sur le lointain et glacial front russe où Mussolini a envoyé des troupes pour plaire à Hitler. Le vernis de la propagande fasciste se fissure. Les discours grandiloquents du Duce sonnent creux face au ventre vide et aux maisons détruites. Le peuple, qui l'avait acclamé 3 ans plus tôt, commence à murmurer. La colère gronde. Ce n'est plus leur guerre. C'est la guerre de Mussolini, une guerre qui les affame, qui les tue, qui les humilie. Le régime, qui avait promis l'ordre et la prospérité, n'amène que le chaos et la misère. L'été 1943 marque le point de non-retour. Le 10 juillet, les forces alliées, américains et britanniques, débarquent en Sicile. L'opération Husky est un succès foudroyant. L'armée italienne, démoralisée, épuisée, se désintègre. De nombreux soldats se rendent sans combattre. La population locale accueille souvent les alliés en libérateurs, leur offrant du vin et du pain. Pour eux, c'est la fin du cauchemar. À Rome, c'est la panique au sommet du pouvoir fasciste. Les hauts dignitaires du régime, qui avaient suivi aveuglément Mussolini pendant 20 ans, comprennent que le navire est en train de couler et que le capitaine les entraîne tous par le fond. Ils savent que s'ils ne font rien, l'Italie sera complètement dévastée et qu'ils seront tenus pour responsables. Ils décident de sauver ce qui peut encore l'être, et surtout, de se sauver eux-mêmes. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943, une réunion historique a lieu, celle du Grand Conseil fasciste, l'organe suprême du parti, qui ne s'était pas réuni depuis des années. L'atmosphère est électrique. Un par un, des figures majeures du fascisme, comme Dino Grandi ou le propre gendre de Mussolini, Galeazzo Ciano, prennent la parole pour critiquer ouvertement le Duce. Ils l'accusent d'avoir mené le pays à la ruine. Un vote est organisé. Par 19 voix contre 7, le Conseil vote une motion qui retire à Mussolini le commandement des forces armées et le redonne au roi, Victor Emmanuel III. C'est un désaveu total. Le lendemain, Mussolini, encore sous le choc, se rend chez le roi, pensant pouvoir encore retourner la situation.
Mais le roi, qui avait laissé le pouvoir au dictateur 20 ans plus tôt, a déjà pris sa décision. À la sortie de l'audience, Mussolini est arrêté par les carabiniers, embarqué dans une ambulance pour plus de discrétion et emmené en détention. La nouvelle de la chute de Mussolini se répand comme une traînée de poudre. Des scènes de liesse éclatent dans toute l'Italie. Les gens descendent dans la rue, détruisent les symboles du fascisme, fraternisent. C'est une explosion de joie. Le soulagement immense d'un peuple qui croit la guerre finie. L'homme qui se disait invincible, le Duce qui avait toujours raison, n'est plus qu'un prisonnier. Mais cette joie sera de courte durée. L'Italie est à genoux, coupée en deux. L'arrestation de Mussolini n'est pas la fin de la guerre, mais le début d'un nouveau chapitre, encore plus sombre et plus tragique pour le peuple italien, celui de la guerre civile. Merci d'avoir regardé cette première partie. L'histoire de l'Italie durant cette période est complexe et fascinante. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Vos retours sont précieux, alors laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour la suite de cette histoire.